l'heure. Donc aujourd'hui, on va parler du cancer. Parmi les cancers en fait qui constituent un problème de santé publique, que ça soit dans notre continent, que ce soit pour l'échelle internationale. Donc, c'est le cancer colorectal. Et moi, j'ai pris en fait l'entité parce que c'est vraiment très vague de parler dans 1 heure de tout le traitement du cancer colorectal, que ce soit localisé ou métastatique. Donc, moi, en tant qu'oncologue radiothérapeute, j'ai choisi de parler du cancer colorectal localisé d'une manière en fait assez générale et on va parler des détails, de certains détails, notamment des nouveautés en fait dans la prise en charge de ce genre de cancer. Donc, ce qu'il faut savoir déjà pour définir c'est quoi un cancer colorectal, donc c'est une prolifération qui est tumorale, maligne, donc parce qu'on parle de cancer, donc là c'est malin, à partir de la muqueuse colique ou même rectale avec dissémination possible à distance. Donc, il constitue le troisième rang des cancers dans le monde et c'est le premier cancer digestif, que ce soit au Maroc, que ce soit en Afrique. Donc, il constitue un véritable problème de santé publique. Alors, sa prise en charge, comme à l'image des autres cancers, donc il est multidisciplinaire. On a la chirurgie, mais on a aussi traitement systémique et on a un traitement local qui est la radiothérapie. Donc, stratégie thérapeutique qui est définie toujours en réunion de concertation pluridisciplinaire, en présence de tous les acteurs en fait qui vont traiter le cancer colorectal, que ce soit pour le diagnostic, donc les radiologues, les anatomopathologistes, les gastro-entérologues, et pour le traitement, les chirurgiens, les oncologues radiothérapeutes et les oncologues médicaux. Le pronostic amélioré en situation métastatique, surtout par l'avènement en fait des thérapies ciblées. Et quand on a un terrain de prédisposition génétique, il ne faut pas oublier le dépistage de la consultation oncogénétique. Donc, juste un petit rappel anatomique pour se situer de quoi on parle. En fait, on parle de deux entités. On parle du côlon et du rectum. Donc, c'est la partie la plus en fait inférieure des intestins. Donc là, ça démarre du sécum pour le côlon et ça termine au niveau du côlon sigmoïde. Donc, on a le côlon droit, on a le côlon transverse et le côlon gauche. Et après, à la fin, on a le rectum avec ces trois parties, haut, moyen et haut rectum. Et la partie inférieure, ce qui est le canal anal. Donc là, on ne va pas partir en fait de cette présentation du cancer du canal anal parce que là, c'est une entité qui est à part. Alors, si on parle des statistiques internationales, en fait, le cancer du côlon est constitué selon les statistiques du Globocan de 2022. Donc, c'est le quatrième cancer, quelle que soit l'incidence, avec plus de 1 million de nouveaux cas. Donc, c'est un chiffre qui est énorme. Et pour la mortalité, donc, il est en cinquième rang avec plus de 538 000 décès par an que par le cancer du côlon, d'où l'intérêt en fait de cette sensibilisation, ce qu'on est en train de faire pour favoriser la prévention primaire et le dépistage comme moyen de prévention secondaire. Alors, si on veut parler de l'incidence de mortalité et prévalence par rapport en fait aux différents continents, donc on voit très bien que notre continent c'est pas le cancer en fait le plus fréquent chez lui. On sait qu'on a d'autres endémies, notamment le cancer du col utérin, le cancer du sein. Pas comme l'Afrique, pas comme l'Europe et les États-Unis, aussi grâce à notre alimentation qui, jusqu'à il y a quelques années, était riche en fibres, riche en aliments, en fruits et légumes. Mais malheureusement, on sait qu'on est en train de dériver maintenant et euh, on part vers l'alimentation en fait européenne et occidentale qui est riche plutôt en viande rouge et en gras. Donc, l'Asie, il vient en premier rang, donc avec plus de 46% des cancers colorectaux sont diagnostiqués sur le territoire de ce continent, 30% au niveau de l'Europe, 10% au niveau de l'Amérique du Nord. Après, 3% de notre cher continent africain. Le décès, pareil, donc 4,6% a été enregistré en Afrique et la prévalence sur 52,5% en Afrique. Si je prends en fait les statistiques au niveau du Maroc, donc le cancer colorectal est constitué le troisième, ou là il se place comme troisième cancer chez la femme, après le sein et la thyroïde, avec dans les environs de 7,7% de tous les cancers enregistrés. Et chez l'homme,
pareil, donc après le poumon et la prostate, on trouve le côlon et le rectum avec presque 9,9% donc de cancers enregistrés chez la population marocaine. Donc, quels sont les facteurs de risque? Donc, comme tous les cancers, on a des facteurs de risque qui sont modifiables et qui ne sont pas modifiables. Pour ce qui n'est pas modifiable, bah, le premier facteur de risque, c'est l'âge. On sait qu'on ne peut pas changer malheureusement notre heure biologique. Donc, plus on avance dans l'âge, plus on a le risque de développer le cancer colorectal, notamment après 50 ans. Donc, c'est pour ça le dépistage, généralement, on les recommandé chez les hommes et les femmes à partir de 50 ans. Après aussi, on ne peut pas changer nos gènes. Donc, il y a certaines personnes qui ont hérité en fait de leur famille une prédisposition de développer en fait un cancer colorectal comme la polypose en fait adénomatose familiale et le syndrome de Lynch et d'autres maladies aussi comme les maladies inflammatoires intestinales, c'est le fameux Crohn et RCH qui augmente considérablement le risque de développer un cancer colorectal. Et là, c'est des facteurs que malheureusement, on ne peut pas changer. Il faut juste dépister. Donc, pas de prévention primaire chez ces personnes-là, mais plutôt la prévention secondaire qui est le dépistage. Après, il y a d'autres facteurs de risque qui sont changeables, qui sont modifiables. Et sur ces facteurs, on agit pour la prévention primaire, c'est-à-dire si on réduit en fait le risque de développer à la base un cancer colorectal. Premièrement, en fait, c'est le mode de vie, c'est l'hygiène de vie, d'alimentation qui est riche en gras, riche en viande rouge, riche en viande transformée, le tabac, l'inactivité ou la sédentarité en fait physique, l'obésité. Là, c'est des facteurs qui ont été prouvés comme des facteurs de risque qui augmentent le risque de développer le cancer colorectal. Alors avant, dans notre continent, on savait qu'on n'avait pas beaucoup ça, donc on mangeait plutôt ça, en bouger, mais malheureusement avec le changement du mode de vie, vers le mode de vie occidental, d'où en fait cette augmentation considérable de l'incidence et la prévalence du cancer colorectal dans notre pays. Alors, grâce, s'il y a en fait des questions au fur et à mesure au niveau du chat, n'hésite pas à m'arrêter. D'accord, professeur. Merci. Alors, pour les signes cliniques, qui sont les signes cliniques qui sont en fait alarmants, qui doivent tirer en fait, on va dire, attirer l'attention, que ça soit du professionnel du santé ou que ça soit du patient. Donc, il y en a plusieurs, mais notamment une perturbation du transit. Donc, une personne qui était, par exemple, avec un transit qui était normal, et là, elle en découvre chez elle soit une constipation récente, une diarrhée récente ou une alternance entre constipation et diarrhée. Là, ça doit en fait attirer notre attention. Donc, on doit faire attention. Rectorragie, c'est ce qu'on appelle le sang dans les selles, des douleurs abdominales, des inconforts intestinaux. Donc, tout ça, ça n'égale pas toujours un cancer, mais c'est des signes alarmants qui nous disent qu'il faut partir voir le médecin pour voir ce qu'il en est. Est-ce qu'il y a juste une pathologie en fait transitoire ou c'est bien un cancer colorectal qu'il faut soigner? Donc, moi, en tant que médecin, qu'est-ce que je dois chercher donc en interrogeant un patient qui a en fait ces symptomatologies? Donc, déjà, il faut chercher des facteurs de risque. C'est ce qu'on a cité tout à l'heure, les comorbidités, si on va planifier un traitement. Donc, les antécédents personnels de cancer colorectal, de polype ou de Mickey et les antécédents familiaux. Après, si on trouve les antécédents familiaux, il ne faut pas hésiter à proposer une consultation oncogénétique. Après l'examen clinique, bien sûr, là, c'est comme toute en fait consultation. Donc, il faut commencer avec l'appareil intéressé. Donc, là, c'est l'appareil digestif. Donc, déjà, il faut voir l'état général pour voir le retentissement donc du cancer sur l'état général. Si on n'a pas une altération d'état général, l'état nutritionnel, s'il n'y a pas d'anémie qui est due au saignement. Après, on va faire un examen abdominal donc, pour voir s'il n'y a pas de masse, matité, s'il n'y a pas de signes en fait d'acide qui peuvent être des signes en fait de carcinose péritoniale. Le toucher rectal, c'est le premier examen en fait à faire devant une rectorragie ou une suspicion de cancer colorectal pour voir. On sait que le doigt ne touche que la partie en fait moyenne et inférieure jusqu'à 7 cm, mais ça nous donne en fait
une idée sur ce qu'il en est sur la partie rectale. Bien sûr, il faut examiner les arcs ganglionnaires. Le cancer colorectal, comme tous les cancers digestifs, peut donner des métastases ganglionnaires susclaviculaires gauche, ce qu'on appelle le ganglion de Troisier, et examiner en fait les autres appareils comme ce qu'on fait tous les jours comme examen de routine. Alors, quand on suspecte quelque chose, même si on a un examen clinique qui est normal, toute symptomatologie anormale, elle doit conduire à une prescription d'une colonoscopie plus biopsie. Donc là, c'est l'examen de première intention. Ça permet d'explorer en fait tout le cadre colique. Donc pour avoir en fait déjà pour voir ce qu'il en est, est-ce qu'il y a eu lésion, est-ce qu'il y a un polype, qu'est-ce qui donne cette symptomatologie. Et il permet surtout de réaliser des biopsies. On le sait tous, on ne peut pas en fait parler de cancer si on n'a pas de confirmation anatomopathologique. Donc, on suspecte sur imagerie, on suspecte sur clinique, on suspecte sur endoscopie, mais la confirmation il est toujours anatomopathologique. Alors, si on a un obstacle parce qu'on a une tumeur, par exemple, infranchissable, donc s'il est incomplète, il faut la réaliser toujours dans les 6 mois après la chirurgie. Donc, à l'anapath, qu'est-ce qu'on trouve? Donc, quand on parle d'un cancer colorectal, donc déjà macroscopiquement, ce que l'œil voit, c'est des tumeurs qui sont bourgeonnantes, souvent, mais quand même, on peut avoir une forme infiltrante ulcérée. Alors, microscopiquement ou histologiquement, le type histologique le plus fréquent, c'est les adénocarcinomes, plus de 98%, c'est des adénocarcinomes lévercuniens. Après, il y en a d'autres types, en fait, un peu plus rares, les neuroendocrines et d'autres qu'on peut trouver, mais majoritairement, et d'ailleurs, ce qu'on va parler ici, donc dans notre présentation, on va parler que de la forme adénocarcinome liburkinien. Donc, sur l'immunohistochimie, quand on tombe sur l'indifférencié pour savoir est-ce qu'il est d'origine colique ou pas, c'est quand on a souvent des CK7 négatifs, des CK20 positifs. Alors là, c'est pour orienté vers une origine colique. Après, il y a des compléments pour essayer, en fait, c'est ce qu'on appelle des facteurs prédictifs de réponse à des traitements. Donc là, on connaît l'immunothérapie qui a fait ravage dans plusieurs cancers, donc aussi dans le cancer colique, donc qui a permis, en fait, d'améliorer le pronostic du traitement du cancer colorectal, que ce soit dans le localisé, que dans le métastatique. Après, bien sûr, pour développer ce qu'on appelle la médecine de précision. Et là, si on est toujours en train de parler du contexte africain, donc il faut vraiment développement de ces plateformes. Donc, je ne sais pas, après à la discussion, quand on va parler dans différents pays, est-ce que tout le monde a des plateformes en fait de biologie moléculaire pour permettre ce qu'on appelle la médecine de précision. Donc, on ne traite plus les cancers d'une manière uniforme. Maintenant, chaque cancer, il est traité d'une manière personnalisée en fonction des mutations qui ont en fait causé le développement de ce cancer. Ben, pour le cancer du colorectal, on voit s'il y a des mutations RAS, BRAF et d'autres parce qu'ils sont des mutations qui sont ciblables et donc ils peuvent améliorer le pronostic avec des toxicités qui sont beaucoup moindres. Alors, dans le cancer colorectal, on a en fait le concept de latéralité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si on a un cancer du côlon droit et un cancer du côlon gauche, on ne le traite pas de la même manière et le pronostic, il est différent. En fait, on a remarqué, les études donc, ont remarqué que quand on a un cancer du côlon droit, c'est plutôt chez les femmes, à l'opposé du cancer gauche, c'est plutôt chez les hommes. Donc, pour en fait, pour les mutations, donc souvent on a des mutations, par exemple, au niveau droit, on a plus de wild type, de KRAS wild type qu'au au niveau gauche. Donc, au niveau gauche, on a plus de mutations. Et pour les pronostics, souvent, le côlon gauche, il a un meilleur pronostic que le droit. Et donc, quand on a un cancer, en fait, du côlon droit, on traite d'une manière plus agressive que quand on a un cancer du côlon gauche. Après, comment le cancer évolue? Donc, ça commence par une tumeur, ce qu'on appelle une lésion précancéreuse, d'où l'intérêt de dépistage, parce que c'est quoi un dépistage? Un dépistage, comme vous le savez très bien, c'est quand on cherche en fait une maladie chez une personne qui est asymptomatique pour essayer de trouver souvent ce qu'on appelle des lésions précancéreuses. Et donc, la lésion précancéreuse dans le cancer
colorectal, c'est ce qu'on appelle les adénomes. Donc, si on traite au stade adénome, ça permet en fait de prévenir l'apparition du cancer parce que la séquence adénome-cancer, elle est établie. Si on laisse l'adénome, dans plus de 80%, ça va se transformer en un cancer dans le temps. D'accord? Après, on a le carcinome in situ, puis quand on franchit la membrane basale, ça devient invasif, comme toute histoire naturelle du cancer. Après, pour les cancers coliques, ils vont souvent vers le ganglion paracolique et à distance. Malheureusement, premier site donc de métastase, c'est le foie. Et donc, avant de traiter, bien sûr, première chose, il faut stadifier. Donc, on sait qu'on a un cancer, elle en a pas, on a fait une biopsie, on a confirmé que c'est un adénocarcinome léburkinien. Donc, il faut traiter. Et on sait très bien qu'on ne traite pas de la même manière. Donc, il y a plusieurs facteurs qui vont en fait euh, coder notre prise en charge. Premier volet, c'est la tumeur. Deuxième, c'est le patient lui-même. Donc, il faut voir pour la tumeur, déjà, on est en quel stade. Et donc, il faut faire ce qu'on appelle le bilan d'extension. Alors, le bilan d'extension pour le cancer colorectal, c'est un scanner thoraco-abdominaux-pelvien. C'est le bilan d'extension standard. Si je parle du cancer rectal, je dois ajouter une IRM pelvienne. Donc, pour le foie, donc si je trouve une lésion qui est suspecte au niveau de scanner, je dois ajouter en fait une IRM hépatique pour essayer de voir en fait une cartographie déjà pour voir la caractériser. Donc, si c'est plutôt suspect ou pas, et pour voir s'il y en a une ou plus, parce qu'on sait très bien que l'IRM elle est supérieure au scanner en mode d'exploration du foie. Après, le PET scan dans le cancer colorectal n'est pas systématique. On le sait tous si on veut revenir en fait contextualiser la prise en charge en fonction de notre contexte africain. Donc, au Maroc, si je vais parler du Maroc, on a quand même le PET scan à 18 FDG, donc il est disponible, mais quand même, on sait que ça coûte cher. Donc, on essaie toujours en fait de mettre en fait des guidelines pour prescrire comme ça ça va s'inscrire en fait de ce qu'on appelle l'économie de santé. Donc même si c'est disponible, on ne va pas prescrire comme ça à tour et à travers si on n'a pas de bénéfice parce que ça coûte cher pour la société, pour le patient, pour les assurances en fait sanitaires. Et donc le PET scan n'est recommandé que si on a en fait une atteinte métastatique et on veut traiter d'une manière curative, quand on a un marqueur tumoral qui est élevé et quand l'imagerie, il est normal. Sinon, on ne demande pas. Les marqueurs tumoraux, on les connaît tous, CA19-9. Ben, s'il est négatif, ça reflète absolument rien du tout. Donc, on le demande surtout comme valeur initiale et après, on fait le suivi. Si on a une augmentation, là, ça peut en fait suspecter une rechute, mais si elle sent normal, ça ne veut pas dire en fait qu'on n'a pas de cancer. Et la scintigraphie osseuse et l'imagerie cérébrale, on le sait, c'est pas un traitement, c'est pas un bilan qui est systématique, on le laisse si on a un signe d'appel. Donc après, donc là c'est le volet tumeur. Après il faut voir le volet patient. Donc aussi le traitement, même si la tumeur est localisée, si l'état général du patient ne le permet pas, peut-être qu'on ne fera pas une chirurgie. Pareil pour radiothérapie et chimio. Donc il faut évaluer l'état général d'abord cliniquement, évaluation d'état nutritionnel. Si c'est une personne âgée, il faut faire une consultation d'oncogériatrie avec le score G8. Si on va opérer, il faut voir le CPA, surtout avec une évaluation cardiaque, bilan biologique avant chimio, consultation oncogénétique. Bah, si on a un patient qui sera candidat à une chimiothérapie, il faut placer une chambre implantable. Et je ne sais pas ce que vous connaissez aussi en fait le déficit de DIPD. Donc c'est une enzyme. Normalement, sa présence aide à dégrader la chimiothérapie, la molécule de chimiothérapie la plus utilisée dans le cancer colorectal, c'est le 5-FU. Donc, s'il y a un déficit de cette DPD, donc soit partiel, soit total, ça va en fait empiéter sur l'élimination du 5-FU du corps et donc ça va entraîner une surtoxicité, ça peut même contre-indiquer ce traitement. Donc là, c'est le bilan qu'on prescrit avant de démarrer un traitement, soit un bilan en pré-chimiothérapie,
Donc, déficit DPD, bilan biologique, tout en sachant, on va le voir, que pas tous les patients vont recevoir de la chimiothérapie. Chirurgie, il faut évaluer l'état général, l'état nutritionnel et en fait, la consultation d'oncogériatrie avec bien sûr une évaluation globale de comorbidité pour voir est-ce que le patient il est anesthésiable ou pas. Voilà, donc la classification TNM, donc du cancer colique, donc je ne vais pas rentrer dans l'ordre, vous le connaissez très bien. Plus on progresse dans le T, plus la tumeur elle est plus localement avancée, plus on a des ganglions. Donc la chirurgie en fait N1A c'est un ganglion métastatique, N1B c'est deux, N1C c'est plusieurs et ça va conditionner aussi la présence de ganglions. Le traitement néoadjuvant si on est dans le rectum, le traitement adjuvant si on est dans le côlon. Et le M, c'est quand on a des métastases. Donc là, ça change toute la prise en charge. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant, grâce, ou vous voulez qu'on passe au traitement? Professeur, je propose qu'on continue comme ça. D'accord, d'accord, comme vous voulez. Merci. Alors, comment on traite? Comme tous les cancers, en fait, on connaît en fait les grandes armes thérapeutiques du cancer, soit la chirurgie, soit la radiothérapie, soit la chimio. Mais comme ce que j'ai dit à l'introduction, dans le cancer colorectal, c'est une prise en charge qui est multidisciplinaire où souvent on est amené à associer les trois dans la prise en charge. Alors, déjà, premier message, donc le traitement va dépendre du stade, mais aussi de la localisation de cancer. Le cancer colique, il est différent du cancer rectal, notamment du moyen et de support. Donc, c'est quoi les soins de support? En fait, là, c'est différent. Avant, on avait la notion, on croyait qu'il y avait que les soins palliatifs quand les patients, en fait, ne répondaient plus à aucun traitement. Donc, on ajoutait les soins palliatifs. Maintenant, il y a d'autres notions. C'est les soins de support. On les instaure dès le démarrage du traitement pour essayer de pallier aux effets secondaires du traitement. Donc, il est intégré dès le début de la prise en charge. Donc, c'est pour gérer les symptômes liés à la maladie ou au traitement. Donc, par exemple, quand on a mal, on met des antalgiques, la prise en charge nutritionnelle. Aussi, il faut jamais oublier, en fait, là, le soutien psychologique. Et là aussi, peut-être, on va ouvrir la parenthèse à la fin de la discussion sur notre continent parce qu'il faut jamais oublier notre contexte. Et souvent, on n'a pas ou on a très peu en fait de psychologues avec nous en consultation oncologique. Donc souvent, c'est l'oncologue médical ou l'oncologue radiothérapeute qui joue le rôle de nutritionniste, qui joue le rôle de suffisant pour le faire. Donc là, vraiment, on va dire, c'est un besoin, c'est pas un luxe, c'est un besoin qui est imminent d'avoir avec nous dans la consultation, notamment les premières consultations des psychologues et des nutritionnistes. Acté, l'activité physique est inclue comme un soin dans le cancer colorectal. On va le voir dans les recommandations de la Société européenne d'oncologie médicale. Ça rentre dans la prise en charge, dans l'arc décisionnel. Donc, l'activité collant. Et après, bien sûr, il faut jamais oublier d'impliquer le patient, de lui expliquer les effets secondaires et de l'éduquer pour essayer de prévenir et de gérer en cas d'urgence. Après la chirurgie, donc comme j'ai dit, en fait, la chirurgie du côlon, elle est différente un peu du chirurgie du rectum. Donc là, on va démarrer par le côlon et après, on va parler du rectum. Donc le côlon, les voies d'abord, ils sont différentes. Donc là, toujours après à la fin parce que on sait qu'on a démarré avec les laparotomies. Après, maintenant, on a les célioscopes par célioscopie. Et là, c'est la mode, en tout cas dans mon pays, en fait, à l'instar des autres pays internationaux. Donc, c'est la chirurgie robotisée. Donc, nous, on a démarré, en fait, dans la structure où j'exerce à la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé. Donc,
Maintenant, ça devient quand même une pratique assez courante, mais il faut dire que c'est pas encore, pas tous les patients peuvent en bénéficier et j'imagine que c'est la même chose dans les autres, en fait, dans les autres pays. Alors, il il faut réséquer la tumeur, la partie colique avec un curage ganglionnaire d'au moins 12 ganglions. Donc, les marges de résection distale et proximale, au moins 5 centimètres. Donc, pour être sûr qu'on a fait une chirurgie carcinologique, les marges circonférentielles doivent être saines et on doit bien sûr réséquer en monobloc le mésocolon et après, quand on va voir le rectum, le mésorectum. Donc là, je rentre pas dans les détails. Donc, quand on a un côlon droit, on fait une hémicolectomie droite avec anastomose iliotransverse. Quand on a un côlon gauche ou sigmoïde, c'est une colectomie segmentaire, c'est une colectomie gauche avec anastomose colorectale. Jonction recto-sigmoïdienne, résection antérieure avec anastomose colorectale. Et là, quand on a un syndrome de Lynch, on peut même faire une colectomie totale systématique. Après, pour le traitement adjuvant, donc ça va dépendre de ce qu'on va trouver en chirurgie. Donc, quand on a un stade 1, là, on fait rien, donc on fait une surveillance. Quand on a un stade 2, c'est-à-dire un T3, T4, mais N0, donc ce qui différencie les stades 2 des stades 3. Donc, stade 3, c'est quand on a un N+. Donc, quand on a un N0, on sait que c'est une tumeur quand même qui reste gentille. Donc, on peut ne pas donner de traitement adjuvant. Adjuvant, c'est-à-dire on va donner après, en fait, après chirurgie. Donc, on ne va pas donner de chimio. Mais quand même, c'est toujours discutable en réunion de concertation pluridisciplinaire. Donc, de voir si on a, en fait, des facteurs de mauvais pronostic, comme les PT4, comme en fait, quand on a des MSS, quand on a un MSI, on ne fait pas de chimiothérapie adjuvante. Quand on a un nombre de ganglions examinés qui est moins de 10, ou quand on opère en urgence, quand le patient vient en obstruction, quand on a en péropératoire une perfusion tumorale ou la présence d'engainement périnerveux ou lymphatique. Donc là, on peut discuter en fait de mettre une chimiothérapie adjuvante. Si on a en fait peu de facteurs de mauvais pronostic, que par exemple le statut MSS avec un seul facteur, outre que le T4 et le nombre de ganglions 12, on peut donner juste la capecitabine, donc par voie orale. Sinon, si on a en fait MSS avec un facteur de mauvais pronostic, là, il faut donner, autre que le T4B, il faut donner le Capox, donc capecitabine avec l'oxaliplatine pour 3 mois. Sinon, il faut aller, surtout pour les 4B, il faut aller jusqu'au Folfox 6 mois. Donc là, même chose, donc pour les recommandations en fait européennes, les premières c'était françaises, là c'est l'européenne, c'est la Société européenne d'oncologie médicale qui recommande en fait presque la même chose. Et là j'ajoute surtout ça, je ne sais pas ce que vous arrivez à voir ma souris ou pas, mais en tout cas si vous voyez en bas, donc il y a l'exercice physique structuré qui rentre dans l'art décisionnel du traitement du cancer colorectal, que ce soit les stades 2, où on va voir ici les stades 3. Donc, les stades 3, c'est quand on a un plus. Là, généralement, on fait en fait chimiothérapie adjuvante, elle est indiquée. Après, il reste juste la durée et les molécules. Est-ce qu'on va donner 3 mois de chimiothérapie en adjuvant ou 6 mois? Donc, 3 mois de Capox, c'est capecitabine, oxaliplatine. Ou 6 mois de Folfox, c'est 5-FU, oxaliplatine. Alors là, toujours, et là, j'insiste, donc chez nous au Maroc, les réunions de concertation pluridisciplinaire, ils sont obligatoires. Donc on va discuter aussi, c'est une discussion qu'on peut ouvrir en fait après pour voir chez les pays en fait qui participent avec nous ici. Donc, est-ce que vous discutez tous les patients en réunion de concertation pluridisciplinaire ou pas? Chez nous, donc, quand on a des stades 3 à bas risque, donc on n'a que un N1, c'est-à-dire un ganglion qui a envahi avec des 1 T3. Donc, on peut donner jusqu'à POX en 3 mois. Sinon, pour les stades 3 au risque, les T4 ou les N1, N2, en fait, avec les T4, soit les T1, T3,
mais N2. Donc là, il faut donner 6 mois avec du FOLFOX. Et là, ça rejoint en fait les recommandations internationales, donc comme ce que vous voyez ici, en divise en low risque et en haut risque. Les low risques, c'était un T3N1 et les hauts risques, c'est le T4, quel que soit le N, ou les N2. Là, il faut donner les 6 mois. D'autre côté, il faut donner les 3 mois. Et en bas, comme ce que vous voyez ici, toujours, c'est associé l'activité physique structurée. Donc là, vraiment, je crois que c'est le premier cancer où l'activité physique, elle est considérée comme un traitement. Après, si on trouve qu'il y a des métastases, c'est une situation que malheureusement n'est pas très rare. Donc, c'est vrai qu'on a décidé tout à l'heure de parler que de cancer de colorectal, parler globalement, sans rentrer dans les détails, de cette situation qui est malheureusement assez fréquente quand on diagnostique le cancer colique avec des métastases. Elle a toujours, donc il faut le discuter en RCP, et on a 3 stratégies. Soit les métastases, ils sont considérés d'emblée résécables, soit potentiellement résécables, c'est-à-dire à l'instant T, non, mais si on fait un traitement médical, on peut opérer, soit on dit que là, c'est impossible, quel que soit en fait le traitement, c'est impossible de réséquer. Et là, la décision thérapeutique va être différente. Si on trouve que d'emblée, le chirurgien nous dit en RCP, non, non, la lésion peut être résécable, donc là, on a en fait 2 attitudes, soit on opère d'emblée, soit comme opérer, bien sûr, pour opérer après. Et la chirurgie va être aussi bien pour le primitif que pour les métastases. Si on a en fait des métastases qui sont potentiellement résécables, le chirurgien, elle vous dit que là, je ne suis pas très à l'aise à les enlever en premier lieu. Elle vous rend le patient, il vous dit si Folfox ou Folféry, plus ou moins thérapie ciblée. Et après, on évalue. Et si on a une bonne réponse, sinon, quand on a en fait des patients des métastases, pardon, qui sont pas du tout résécables, donc là, on démarre avec des traitements en fonction du statut mutationnel. Dire que si on a un RAS wild type, et là, d'où l'intérêt en fait de cette biologie moléculaire et cette médecine de précision dont on a parlé tout à l'heure. Donc, si on a un RAS wild type, donc là, on peut donner en fait un Folfox plus des anti-EGFR ou Folféry anti-EGFR ou parfois même ce qu'on appelle le quadrithérapie. Si on a un RAS BRAF muté, donc là, c'est en général, c'est le côlon gauche. Donc, on donne soit Folfox, soit Folféry avec le BEVA, avec l'anti-angiogénique. Et quand on a en fait une MSI, là, c'est vraiment les terrains où on peut donner de l'immunothérapie. Et là encore, c'est un problème en fait qu'on rencontre parce que l'accès est très difficile à l'immunothérapie. Donc, ça coûte cher. On a un problème. L'immunothérapie est indiquée quand on a un MSI, mais la pratique courante rend les choses très difficiles vu le coût en fait du traitement. Et donc, après, pour ces méta qui sont jamais résécables, donc on évalue 3 à 6 cures après. Donc, si on a une bonne réponse, on peut discuter la résécabilité. En cas de stabilité, on fait une maintenance par les thérapies ciblées. Et en cas de progression, là, malheureusement, il faut passer à une deuxième ligne sans que je rentre dans les détails parce que là, c'est un domaine qui est très, en fait, très large. Donc là, on a essayé de parler du cancer colique, donc à différentes situations localisées, localement avancées et métastatiques. Donc, quand on a le localisé, c'est que la chirurgie. Quand j'ai un stade 2, la chimiothérapie adjuvante, elle est discutable quand on a des facteurs de mauvais pronostic. Quand j'ai un stade 3, c'est-à-dire que j'ai un N+, si c'est un facteur, si c'est en fait, on a des facteurs de bon pronostic, donc, ou plutôt l'absence des facteurs de mauvais pronostic, c'est-à-dire on a un T1, T3, N1, donc là, on peut donner de la chimiothérapie adjuvante juste 3 mois à base de Xelox. Quand on a des facteurs de mauvais pronostic, soit un N2, soit un T4, là, on donne de la Folfox pour 6 mois. Quand on a un stade qui est métastatique, un stade 4, 3 situations d'emblée résécable, potentiellement résécable
et jamais résécable. Quand c'est d'emblée résécable, on a le choix entre opérer et démarrer par chimio, tout en sachant qu'on préfère souvent démarrer par une chimio. Donc, pour essayer de refroidir la maladie et contrôler les micrométastases, vu que c'est une maladie qui est quand même systémique. Après, on opère aussi bien le primitif que le secondaire. Quand on a un potentiellement résécable, on démarre avec un traitement systémique et on évalue. Quand on a du jamais résécable, il faut faire en fait une thérapie ciblée plus chimiothérapie et on réévalue. Si c'est stable, on maintient. Si c'est réponse, on opère. Si ça progresse, on passe à la deuxième ligne. Donc là, pour le côlon. Après, on a une particularité pour la prise en charge du cancer du rectum, notamment le moyen et le haut rectum. Et le bas, excusez-moi, et le bas rectum. Le haut rectum, il est souvent traité comme un côlon. Donc, c'est les mêmes indications que le cancer. C'est vrai que la chirurgie elle est différente, c'est une résection antérieure, mais la suite, les indications de traitement adjuvant, et ça, les mêmes. Après, la particularité, c'est pour le moyen et le bas rectum. Donc là, c'est un workflow, en fait, c'est un timeline pour parler un peu de l'évolution en fait de traitement. Donc, au départ, il faisait des chirurgies sans résection complète du TME, donc du mésorectum. Donc, c'est ce qu'on appelle TME, c'est Total Mesorectum Resection. Donc là, les études ils ont montré que si on veut un taux de rechute locale bas, donc il faut réséquer le rectum avec une résection complète du TME en monobloc. Après, on a commencé à tester ce qu'on appelle dans le rectum le traitement néoadjuvant, c'est-à-dire avant chirurgie, pour essayer de donner ce qu'on appelle le downstaging, donc de réduire le stade tumoral avant d'opérer pour avoir des chirurgies carcinologiques et qui sont moins invasives. Donc là, c'est juste pour vous parler d'un facteur important pour le cancer du rectum, c'est en fait la marge latérale qui est définie par l'extrémité latérale de la tumeur et la fascia et la fascia recti. Donc, plus il est en fait étroite, plus c'est un facteur qui est important. Donc, moins de 1 mm, ça rend les choses un peu difficiles pour les chirurgiens. Donc, chirurgie c'est une chirurgie du haut rectum, donc c'est une exérèse du rectum avec du mésorectum jusqu'à 5 cm du poil inférieur, avec des anastomoses colorectales. Pour le moyen rectum, comme j'ai dit, il faut faire une résection du mésorectum avec rétablissement de continuité. Donc, que ce soit pour le moyen rectum que pour le bas rectum. Donc, pour le moyen, on fait des anastomoses colo-anales. Donc, c'est soit colo-anal, soit colorectal. Donc, mais souvent colo-anal quand la tumeur est moins de 5 cm. Alors, pour le bas rectum, c'est toute la discussion, c'est tout par rapport à l'amputation abdominopérinéale et la colostomie qui est définitive. Donc, quand on a en fait une tumeur, si la marge distale en fait macroscopique, elle est de 1 cm au moins, avec une marge latérale supramillimétrique, donc on peut essayer en fait dans des centres protégé. Mais si la tumeur il envahit le muscle strié, si on a en fait une marge supramillimétrique, c'est l'amputation abdominopérinéale. Donc là, c'est juste pour vous montrer en fait pour les tumeurs du bas rectum, il y a une classification qu'on appelle la classification de Rullier. Donc, c'est la distance par rapport en fait des muscles du sphincter qui va conditionner la conservation du sphincter. Quand c'est transanal, là, clairement, on ne peut pas conserver. Après, comme j'ai dit, donc vu cette chirurgie qui est mutilante avec, comme elle a bien dit, grâce avec un impact en fait fonctionnel qui peut être très lourd quand on a en fait une amputation abdominopérinéale avec une colostomie définitive. Donc, on a eu le développement de ce qu'on appelle le traitement néoadjuvant. Donc, au départ, on a démarré avec un traitement néoadjuvant par la radiothérapie, donc en 5 fractions. Donc, si on a des oncologues et des radiothérapeutes avec nous, donc c'est ce qu'on appelle le schéma court. Donc, ça a été développé quand même en 2001. Et c'est en fait, c'est le Dutch trial.
qui a comparé en fait les 5 fois 5 avec une chirurgie type TME, ça veut dire une résection totale du mésorectum versus TME seule. Et l'objectif, en fait, c'était la récidive locale. Et donc là, les courbes, donc, je crois qu'ils sont très parlantes. Donc, on trouve que quand on ajoute de la radiothérapie, le risque, en fait, le taux de récidive locale, il passe de 11% à 5%. C'est un ajout de la radiothérapie sans bénéfice en survie globale. Et quand on a analysé les sous-groupes, on a trouvé que les bénéfices, c'est notamment pour les stades 2 et 3 et le bas et moyen rectum. Après, cela a été confirmé par d'autres études donc, qui ont montré en fait que, notamment cette étude suédoise, qui a confirmé en fait que quand on ajoute de la radiothérapie néoadjuvante à la chirurgie, ça permet de réduire en fait le taux de récidive local, ce qui a rendu ça comme un standard thérapeutique pour les stades 2 et 3 du cancer du moyen et bas rectum. Voilà. Après, donc, il y avait d'autres études, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, qui ont essayé de voir est-ce qu'on peut ajouter de la chimiothérapie à la radiothérapie quand on a, mais là, ce n'est pas les 5 fois 5, c'est le schéma Lens, qu'on appelle le schéma Lens, c'est donc les 50 grés. Donc, il y en a deux grands essais, FFCD ou RTC, qui ont montré en fait qu'il y a un bénéfice d'ajouter le 5 FU. Et après, on a l'accord 12 qui a confirmé l'équivalence entre le capecitabine et le 5 FU. Donc, capecitabine, c'est par voie orale, ce qui a rendu en fait ça pour longtemps comme un standard thérapeutique de faire en fait de la radiochimiothérapie concomitante en néoadjuvant avant d'opérer les cancers du bas et moyen rectum. Donc, d'autres essais qui ont essayé de voir est-ce que le fait d'opérer d'emblée et de laisser la radiochimiothérapie en adjuvant ou plutôt démarrer avec la RCC, le bénéfice était clair en faveur de la radiochimiothérapie concomitante avant chirurgie. Le délai, c'est 8 à 12 semaines entre radiothérapie et chirurgie. Et au fait, le cap 50, c'est ce qu'on appelle capecitabine plus radiothérapie à la dose de 50 degrés était le standard thérapeutique. Après, donc tout cela, c'était avant 2020. Après, en 2020, en ASCO, donc il y avait un changement en fait du standard thérapeutique, un changement du paradigme en mettant le tout, en fait, radiochimiothérapie et chimiothérapie, ce qu'on faisait comme le colon en adjuvant, de rendre le tout en néoadjuvant pour essayer d'avoir en fait une meilleure réponse. C'est ce qu'on appelle les réponses histologiques complètes. Pardon. Il y a un facteur pronostic majeur. C'est les deux fameuses en fait, études, c'est le Rapido et le Prodige 23, qui ont mis la radiothérapie avec la chimiothérapie en néoadjuvant. Donc, le Prodige 23, c'était le schéma lent, c'était RCC chimio plus RCC, puis on opère. Et le rapido, c'était la radiothérapie schéma court, chimio, puis on opère. Et là, vraiment, en fait, le bénéfice était spectaculaire. Là, si on va prendre juste ici le PCR, c'est-à-dire la réponse histologique complète, donc on est passé de 14% de réponse complète à 28%, donc le double des patients qui vont stériliser en fait leur pièce opératoire, ce qui est énorme. Et donc là, le TNT, c'est le traitement en anglais, c'est le Total Neoadjuvant Treatment, c'est le nouveau standard thérapeutique et c'est ce qu'on fait maintenant. Voilà, c'est le gold standard maintenant. Donc après, je ne sais pas si vous connaissez cette dame ou pas. Donc c'est Madame Abre, donc c'est professeur Abre. C'est elle qui a en fait essayé ce qu'on appelle, c'est innovant. C'était en 2004. Ce qu'on appelle, c'est une dame brésilienne, ce qu'on appelle le watch and wait. Ça veut dire quoi le watch and wait? C'est, on l'a dit, on le répète, pour éviter les chirurgies avec les séquelles fonctionnelles qui sont quand même très lourds, de faire le traitement, faire la radiothérapie et la chimiothérapie concomitante et ne pas opérer si on a une réponse complète et wait, en fait, watch, c'est surveiller et attendre la rechute pour opérer. Donc là, c'était la première publication. Donc c'est le protocole brésilien, tout le monde le connaît. Donc c'est Madame Abrgama qui a instauré ça, qui a essayé en 2004. Donc pour les patients qui ont une réponse clinique incomplète, là, on opère. Pour les personnes qui ont eu une réponse complète, on surveille. Et là, si vous voulez
On voit en fait la survie globale. Ils ont même trouvé qu'en fait, la survie globale à 5 ans et la survie en fait sans récidive était de 88% et 83% quand on opère versus 100% en fait de survie globale et de 92% de survie globale si on fait que de l'observation. Bon, ça a fait vraiment le buzz. Il y avait des critiques sur en fait les la- le, le schéma de l'étude, mais après, il y avait d'autres études qui ont confirmé en fait cette observation de Woods and Waits, notamment pour les baryctums. Donc là, en fait, c'est une publication de la part de Madame Anne Abre-Gama aussi. Là, c'était en 2014. Donc, ils ont trouvé que après, quand on surveille, on a 31% des tumeurs qui vont récidiver. Donc, il y a 70% qui n'aura pas de récidive. Toujours, je parle des réponses cliniques complètes. Et ces 30%, 93% d'entre eux, on va faire une chirurgie donc de rattrapage sans aucune complication. Donc, ils se sont posé la question, pourquoi ne pas surveiller et attendre la rechute pour opérer? Alors, qu'est-ce qu'ils disent les guidelines? En fait, je vais essayer de vous synthétiser. Donc, c'est la Watch and Wait, c'est pas un standard. Donc, il est discuté toujours en réunion de concertation pluridisciplinaire. Il faut surtout l'indiquer quand on a un risque d'amputation abdominopérinéale. Bien sûr, après une réponse complète du traitement néoadjuvant, mais la condition qu'il ne faut pas initialement un envahissement sphinctérien. Tout envahissement sphinctérien contre-indique un watch and wait, même avec une réponse clinique complète après traitement néoadjuvant. Donc, le watch and wait, c'est une option thérapeutique à discuter en RCP pour des patients qui sont candidats surtout à une amputation abdominopérinéale. Là, je ne sais pas ce que vous avez reçu en fait sur vos messages par vos patients. Donc, c'était en 2022, une étude qui a dit bye bye au cancer. Donc, c'est une molécule indienne qui a montré que quand on donne cette molécule, pour le cancer, c'était le cancer rectal. La tumeur disparaît, on n'a besoin ni de radiothérapie ni de chirurgie. Donc voilà, donc l'étude était en fait, c'est une immunothérapie, la dose Sarilumab, donc qui a été donnée. Après, elle va essayer de voir, ils ont randomisé. Si on a un résidu, donc on donne une RCC, puis on opère. Sinon, on fait rien. Et pour les patients, c'était, je crois, 12 ou 13 patients qui étaient randomisés. Tous les patients ont fait une réponse histologique complète. Alors, 18 patients. Donc, tous les patients, ils ont eu une réponse histologique complète. Bah, ça a été publié en ONAJ. C'était tellement euh, très, en fait, très, c'est pas très bizarre, mais vraiment très spectaculaire comme résultat. Donc là, c'est les images aux endoscopies avant traitement. Donc 3 mois, absolument rien. À 6 mois, absolument rien, que ce soit en endoscopie, en IRM ou en PET. Donc voilà, ben, c'est une molécule qui n'est pas encore accessible, que maintenant, avec en fait ces études, on recommande toujours de faire en fait le statut MSI avant de démarrer un traitement. Pour ceux qu'on trouve qui sont MSI, donc il faut, si on a bien sûr les moyens, leur donner de l'immunothérapie parce que souvent les réponses ils sont spectaculaires. Sinon, on reste dans le standard du TNT. Donc voilà, donc après, comment on traite les cancers du rectum, si je veux juste récapituler pour les TA, ben, si on a des facteurs favorables, c'est en surveille. Sinon, pour les facteurs qui sont défavorables, donc là, les T1, j'ai omis de vous dire qu'on peut faire même une résection endoscopique. Alors, s'il y a des facteurs de mauvais pronostic, donc là, il faut réséquer chirurgicalement et après, des options, si le patient refuse la chirurgie, on peut faire une RCC. Pour les T2, est zéro. Donc, si on a des tumeurs de moins de 4 centimètres du bas au moyen rectum, on peut conserver. Donc, on fait une radiothérapie chimio-concomitante et on voit. Si on pense complexe, on fait le watch and wait. Sinon, on opère. Et pour les grandes tumeurs, plus de 4 centimètres, donc il faut faire une résection rectale. Et le traitement adjuvant dépend en fait de ce qu'on va trouver à la chirurgie. Le stade 3, donc c'est le T1, T2, N+, ou les T3. Donc là, c'est pour être bref, il faut faire un traitement néoadjuvant total, radiochimiothérapie concomitante, puis on opère, sauf pour, comme je vous ai dit, en fait, les tumeurs MSI, il faut donner de l'immunothérapie.
Voilà, s'il y a des tumeurs où on a un risque d'avoir des marches positives, donc il faut faire un traitement néoadjuvant. Donc et après, si on a en fait des mauvaises réponses après radiothérapie, après le traitement néoadjuvant, notamment si on a un YP3 ou N+, il faut ajouter de la chimiothérapie adjuvante. Et si l'exérèse, par malchance, il est impossible, donc là, les doses de la radiothérapie changent et on passe de 50 gray à 60 gray. Un mot sur le dépistage. On est dans le cancer colorectal. On a vu que le traitement est très mutilant et très coûteux. Alors là, on peut faire mieux. Quand on diagnostique à un stade précoce, notamment précancéreux, on peut éviter tout cela avec des traitements qui sont moins agressifs. Donc, on dépiste chez qui? En général, si on n'a aucun facteur de risque, c'est chez les personnes entre 50 et 74 ans. Donc, chaque 2 ans, avec la recherche, c'est un geste qui est très simple, qui ne coûte pas cher du tout. Donc, c'est la recherche du sang dans les selles par des hémocultures. Alors, si c'est positif, là, on passe à la colono. Et bien sûr, on ne fait pas ça pour des patients qui sont à haut risque. On va voir, là, ces hémocultures. Quand on met en fait l'échantillon des selles dans la carte, donc quand ça reste marron, ça veut dire que c'est négatif. Quand il y a du bleu, même faible, ça reflète qu'il y a du sang. Et là, il faut faire un une colonoscopie. Donc là, c'est juste pour vous montrer comment on prend en fait l'échantillon des selles pour faire l'hémoculture. Après, donc pour le dépistage, donc là, les hémocultures, c'est pour les personnes qui sont à moyen risque, notamment l'âge, quand ils n'ont aucun facteur de risque, aucun symptôme, que l'âge supérieur à 50 ans. Après, pour les patients qui sont à risque, quand on a un antécédent soit personnel ou familial de cancer colorectal, ou on a une MICI, RCH ou Crohn, là, il faut faire une coloscopie. Et quand on est à très haut risque, ça veut dire qu'on a une polypose, une PAF, polypose adénomatose familiale ou un syndrome de Lynch. Là, il faut faire vraiment une surveillance beaucoup plus rapprochée chez l'oncogénétique avec même de la chromo-endoscopie. Et on parle même des colectomies en fait prophylactiques parce qu'on sait que dans presque en fait plus de 90% ces patients ils vont développer des cancers coliques et le risque il est fois 100 par rapport à une population qui n'a pas ces maladies. Et voilà, donc en conclusion, le cancer colorectal est un problème majeur de santé publique avec une incidence et une mortalité élevée dans le monde. Le pronostic dépend fortement du stade au moment du diagnostic. La prise en charge est multidisciplinaire où on a chirurgie, chimio, radiothérapie, thérapie ciblée en fonction de la localisation et en fonction du stade. Les progrès médicaux, ils ont amélioré la survie et la qualité des patients. Et bien sûr, on est en mars bleu. La prévention primaire repose sur un mode de vie sain. Donc, il y a même des études qui ont montré que le fait de manger du noix tous les jours permet de réduire en fait le risque de développer un cancer colorectal, l'activité physique et bien sûr la sensibilisation et le dépistage restent un élément majeur pour un diagnostic précoce et un traitement efficace. Et je vous remercie. Là, je vous ai mis juste la photo de la structure où je travaille. Donc, c'est l'hôpital avec l'université. Donc, si vous êtes de passage à Rabat, soyez le bienvenu. Merci infiniment, professeur, pour cette présentation remarquable, riche en contenu et d'une grande valeur pédagogique. Nous allons à présent passer à la phase des questions-réponses et lorsque vous souhaiterez intervenir, merci de lever la main. Une fois la parole accordée, veuillez vous présenter brièvement avant de formuler votre question ou votre remarque afin de nous permettre de mieux vous connaître. Nous vous prions enfin de bien vouloir baisser la main à la fin de votre intervention afin de faciliter la gestion des échanges. Alors, professeur, durant votre présentation, nous avons eu quelques questions dans la discussion. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous préférez qu'on procède question par question, question-réponse en même temps ou on prend un lot de questions? Je vais essayer de les lire si ça ne vous dérange pas. Ok. Bonjour Ada, j'espère que merci de partager le lien. Oui, Alors, en fait, est-ce que l'alcoolisme chronique est un facteur de risque de cancer colorectal? Pas en premier lieu, mais oui, l'alcoolisme aussi peut augmenter le risque, mais il faut l'avouer qu'en fait, le tabagisme, mais surtout l'alimentation, le manque et les maladies, en fait, les maladies inflammatoires qui peuvent augmenter. L'alcoolisme, oui, mais pas autant que, par exemple, le CHC, le carcinome hépatocellulaire. Donc, l'alcoolisme, oui, c'est à éviter. Et en parlant de l'alimentation, est-ce que vous pouvez nous donner
En parlant d'alimentation, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples des aliments incriminés? Oui, bien sûr. Alors, premier élément incriminé, c'est la viande rouge. Donc là, on le sait tous. Donc, le lien cause-effet, donc ça a été déclaré que la viande rouge est un facteur de risque, en fait, confirmé, donc de développement de cancer colorectal. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger, mais il faut respecter, en fait, les recommandations de l'OMS. C'est 500 grammes par semaine. Les viandes transformées, tout ce qui est charcuterie, là, c'est à éviter. Ça a été confirmé. Donc, plutôt, aussi, il y a des aliments, en fait, on va dire protecteurs. C'est tout ce qui est riche en fibres. Donc, cet aliment qui est protecteur, il y a même en fait, les fruits, les légumes, aussi les noix. Donc, ça a été prouvé que c'est protecteur, le surpoids aussi, donc tout ce qui est gras et sans en fait incriminer dans le développement du cancer. Alors, le diabète type 2 et le cancer colorectal, en fait, pour le diabète type 2, le diabète, c'est un facteur de risque, on va dire, ça prépare en fait le corps à développer par la résistance à l'insuline, à développer en fait à une augmentation de ce qu'on appelle l'IGF, ce qui est un facteur en fait de croissance cellulaire qui peut entraîner à un certain moment un cancer en fait dans le cancer colorectal. Donc c'est le diabète, c'est comme l'alcool, c'est pas un facteur de risque qui est sûr de cancer colorectal, mais on sait quand même qu'il faut faire attention quand on est diabétique. Ok. Sinon, l'obésité, oui, oui. La sédentarité, l'obésité aussi, c'est un facteur de risque majeur du cancer colorectal. Il y a un direct entre le cancer colorectal et les hémorroïdes externes? Non. En fait, les hémorroïdes externes, c'est un diagnostic d'élimination quand on a des rectoragies. Quand on a du sang dans les selles, il ne faut pas dire que c'est des hémorroïdes. Il faut éliminer d'abord tout ce qui est pathologique avant de dire que c'est les hémorroïdes. Mais les hémorroïdes ne sont pas un état précancéreux. Ils ne vont jamais donner un cancer. Alors, est-ce que la morphine est recommandée pour le traitement symptomatique dans le cancer du colorectal, vu le risque de constipation lié aux effets secondaires? Alors, pour la morphine, oui. En fait, la morphine, ça dépend en fait de l'intensité de la douleur. Si on a un EVA entre 6 et plus, on donne de la morphine et on associe un laxatif pour en fait pour pallier à la constipation. Donc, la morphine n'est pas contre-indiquée pour les patients colorectaux, pas du tout. Si vous me permettez, alors je ne veux pas rater. Alors, 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 bonjour, merci beaucoup. Je suis technicien en APAT et j'ai des questions. Quel type de biopsie reçoit-on pour suspicion au labor d'Anapat? Alors, c'est des biopsies de colonoscopie. Donc, c'est le seul, en fait, si on n'opère pas, si c'est pas, on diagnostique pas la maladie en cas d'occlusion, donc là où on opère, en fait, on a des pièces opératoires pour diagnostic. C'est des biopsies qui sont issues de colonoscopie. C'est des biopsies qui sont tissulaires. Test email, le test cahier, lequel des deux est recommandé? Alors moi, je ne connais pas le test cahier pour être honnête, mais ce qu'on fait nous, c'est le test immunologique en fait, voilà, des selles. Merci beaucoup, merci. Quelles sont les mesures que vous entreposez pour les patients à faible revenu pour la prise en charge de ce cancer? Ben, déjà, chez nous, si on va parler du Maroc, donc on a une couverture sanitaire pour tout le monde. Donc, tout ce qui est chirurgical, radiothérapie, chimio classique, ils sont pris en charge. Donc, pour les anti-EGFR aussi. Par contre, l'immunothérapie, non. Et tout ce qui est NGS pour trouver, en fait, pour essayer de trouver ces mutations non plus. Donc, c'est les patients, malheureusement, qui les payent. Ou, en fait, on demande un dossier de remboursement qui prend un peu plus de temps que les traitements, en fait, classiques. Donc, mais la majorité de traitements, il faut l'avouer, alhamdoulilah, on les a. Qui sont aujourd'hui les stratégies les plus efficaces en Afrique subsaharienne, compte tenu des ressources limitées. Bah, si on est vraiment dans le dépistage chez les patients à risque moyen, c'est-à-dire juste l'âge, bah, l'hémoculture ne coûte pas du tout cher. Il coûte dans les environs de 15 euros. Et donc, je crois que c'est pas du tout cher. Si on veut faire la colonoscopie, aussi la colonoscopie, donc c'est une fois chaque 5 ans. Si on n'a pas de maladie à côté. C'est une fois chaque 5 ans. Et après, si c'est normal, on peut même espacer jusqu'à 10 ans.
À partir de quel âge recommandez-vous un dépistage systématique? 50 ans. Donc, après, élevé, non, si on a en fait, si on a des patientes qui ont des maladies génétiques, c'est avant même 20 ans. Mais si on a un risque moyen, c'est à 50 ans. La place actuelle des tests immunologiques, alors si on est à un risque moyen, ils sont suffisants. C'est quand on a une positivité qu'on passe à la coloscopie. Mais comme j'ai dit, si on a des myques, si on a des antécédents personnels ou familiaux, il faut passer à la coloscopie. Les tests immunologiques ne sont pas suffisants. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Oui, professeur, vous avez fait le tour de toutes les questions qui étaient posées dans la discussion et nous vous en remercions infiniment. Alors, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à lever la main, la parole vous sera donnée ou vous exprimer directement dans la discussion. Merci. Alors, nous avons une main levée de Monsieur Idrissa Nomaou. Bonjour, Monsieur Idrissa, vous avez la parole. Il a le micro désactivé. Oui. Monsieur Idrissa, vous avez la main pour ouvrir votre micro. OK, c'est bon. Oui, oui, bonjour, professeur. Bonjour. Bonjour, monsieur Et Idrissa. voilà. Et bon, je tiens à me présenter. Je suis médecin, je réside ici à Niamey, au Niger. Donc, Excusez-moi, vous êtes médecin généticien? non, je suis médecin généraliste. Je suis à Ah, Niamey, au généraliste. Niger. Enchanté, Oui. enchanté. Hmm. Effectivement. En fait, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt votre exposé, vraiment Merci très beaucoup. enrichissant. Donc, ce qui va m'amener à poser peut-être un certain nombre de petites questions. Donc, Avec la première plaisir. question, c'est par rapport surtout à, je sais pas, l'incidence du cancer colorectal chez la femme et chez l'homme. Je sais pas, peut-être que j'avais pris l'exposé en cours. Je sais pas l'incidence qu'il y a entre la fréquence du cancer colorectal en fonction du sexe, quoi, chez l'homme et chez la femme. La deuxième D'accord. question, la deuxième question, c'est par rapport toujours à l'âge. Est-ce qu'on peut développer un cancer colorectal avant l'âge de 50 ans? Peut-être, j'ai l'habitude de voir bon, des trucs comme ça, peut-être avant l'âge de 55 ans. Et avant l'âge de 50 ans, comme vous l'avez dit, et le plus souvent, les diagnostics, c'est entre 50 à 75 ans. Est-ce qu'on peut le développer avant cet âge-là? Maintenant, j'avais posé une question encore. Par rapport, je sais pas, au lien entre les hémorroïdes à un stade avancé et les cancers colorectals. Je sais pas, est-ce que c'est justement une fois qu'on développe ce genre de maladie, il y a aucun risque, hein, il n'existe aucun risque de développer le cancer colorectal. Il y a quelqu'un qui a des hémorroïdes chroniques à un stade avancé. Il n'a Ouais. pas de risque. On a fait, je sais pas, une endoscopie pour éliminer les cancers colorectaux. Est-ce que ça ne peut pas se compliquer vers, je sais pas, un cancer Oui, j'ai compris. colorectal à long Oui, terme? oui, oui, j'ai Parce que compris. les hémorroïdes, c'est une maladie, malheureusement, le plus Fréquente. souvent, qui n'ont pas un traitement standard. Je sais pas. Donc voilà, professeur, les questions que j'aimerais vous poser. Merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup pour l'intérêt, merci. Alors, je vais commencer par la dernière. Pour les hémorroïdes, en fait, les hémorroïdes, ils ne sont pas un état précancéreux. Ils ne donnent pas du cancer. Par contre, ce qu'on a comme problème, nous, en tant qu'oncologue, c'est quand les patients partent pour voir en premier lieu, par exemple, un médecin généraliste, pour du sang dans les selles, ça veut dire des rectoragies. Qu'est-ce qu'on trouve? En général, quand on trouve en fait des hémorroïdes externes, on ne met pas le doigt à l'intérieur pour examiner le rectum et parfois on ne demande pas une colonoscopie. Donc il faut savoir que les hémorroïdes est un diagnostic qui est d'élimination quand on a des rectorages. Donc, il faut aller partir voir s'il n'y a pas autre chose. Si on ne trouve pas autre chose, on garde en fait le diagnostic d'hémorroïdes. Mais les hémorroïdes en eux-mêmes ne donnent pas de cancer. Alors, pour la femme et l'homme, donc là, j'ai mis en fait les statistiques, en tout cas au Maroc. Donc, il constitue en fait le troisième
cancer, aussi bien chez la femme que chez les hommes, mais il est plus fréquent chez les hommes que chez la femme. Donc, il est par exemple au Maroc, il constitue 7,7% des cancers diagnostiqués chez la femme et 9,9% chez l'homme. Mais c'est un cancer qui touche les deux sexes avec une petite préférence, on va dire, pour les hommes que pour les femmes. Et votre troisième question, c'est quoi, si vous pouvez me rappeler? La troisième question, c'était si on peut diagnostiquer les cancers à un âge avant 50 Oui, ans. l'âge. Alors, l'âge, en fait, c'est comme les cancers du sein. L'âge, normalement, où on a plus de risques, c'est au-delà de 50 ans. Mais cela n'empêche pas de l'avoir à un âge plus jeune. Mais notamment, en fait, l'âge jeune, c'est quand on a des maladies associées. Soit on a des maladies génétiques comme les PAF et le syndrome de Lisch qui développent des cancers à un âge très, très jeune, vers les vingtaines. Ou on a d'autres maladies, en fait, comme le RCH et le Crohn. Donc, les RCH, c'est en général qui cancérisent. Mais même le RCH, ça prend plus de 15 ans pour cancériser. Donc souvent, mais pas toujours, quand on a un cancer chez les jeunes, c'est on a un terrain génétique en fait associé, soit des patients qui ont des cancers en fait dans la famille ou eux-mêmes ils ont des maladies en fait génétiques associées. Mais majoritairement, le cancer colorectal il est diagnostiqué après l'âge de 50. Merci, Ok, professeur. et merci infiniment, professeur, pour vos réponses. Du coup, nous avons une préoccupation de Monsieur Charles dans la discussion qui dit, il y a un patient de 55 ans qui réalise un test de dépistage de sang occulte dans les selles et le résultat était négatif. Maintenant, quelle est l'interprétation du résultat et est-ce que le patient est-il définitivement exempt du cancer colorectal et quelle conduite à tenir allez-vous recommander? Alors, si le test, au fait, il est négatif, il est négatif s'il est bien fait, donc on ne fait rien. Donc, on ne fait pas de colonoscopie. Mais il n'est pas exempt, en fait, de cancer colorectal définitivement. Il faut refaire chaque 2 ans. En fait, c'est un de dépistage. Parfois même, il y a des gens qui le recommandent annuellement, mais souvent, on le fait chaque 2 ans. Donc, aujourd'hui, on peut dire qu'aujourd'hui, le patient n'a pas de cancer colorectal, mais il peut le développer après. Donc, il faut retester. Donc, quelle conduite recommandée? Aujourd'hui, je recommande rien. Je recommande de refaire le test dans 2 ans. D'accord. Merci infiniment, professeur. Nous n'avons plus de questions dans la discussion ni de main levée pour le moment. Ok. Il demande la relation entre la IFOT et ACE, je pense. Aucune. Aucune. En fait, le test immunitaire, c'est pour le diagnostic. La CE, c'est un marqueur tumoral. Alors, s'il est négatif, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de cancer. Donc, on l'utilise surtout pour le suivi. Quand il est initialement élevé, pour voir si on est efficace ou pas, ou s'il était initialement négatif et il augmente, donc on dit qu'il y a la maladie qui revient. Mais la CE, c'est pour la surveillance du cancer. Le test immunitaire, c'est pour le dépistage. Ok. D'accord, professeur. Merci pour votre réponse. Avec plaisir. Ok. Nous n'avons plus de questions dans la discussion ni de mains levées. Alors, je profite pour d'abord vous exprimer toute ma gratitude pour la richesse de vos partages de connaissances et pour l'ensemble des éclaircissements apportés tout au cours de ce webinaire. Donc, je profite pour vous rappeler que REMA propose des formations certifiantes dans plusieurs domaines de la santé et nous disposons d'un large catalogue de formations accréditées à l'international qui sont reconnues en Afrique, en Europe et aux États-Unis. Et nos formations couvrent notamment les domaines de la santé communautaire, la santé publique, l'épidémiologie, la santé sexuelle et reproductive, la gestion des projets en santé et programmes, l'expertise en genre et en inclusion, la nutrition et la diététique, la sexologie, la dictologie, le marketing digital en santé, ainsi que la gestion d'officines de pharmacie. Alors, un lien
nous conduisons directement vers le catalogue vient d'être partagé dans la discussion et n'hésitez pas à consulter et vous inscrire si une des formations vous intéresse. Et l'équipe REMA reste entièrement à votre disposition pour toute information complémentaire au plus 229 01 96 50 81 30. Alors, professeur, nous avons Monsieur Charles Lebon qui dit en immunohistochimie, quel marqueur est souvent recommandé en anatomopathologie pour le cancer colorectal? C'est le CK7 et le CK20 pour savoir est-ce qu'on a un cancer colorectal ou pas. Donc, CK5 souvent il est négatif et 20 positif. Après, on mutations, RAS, BRAF, HOR2, MSI, pour essayer d'adapter le traitement. Mais si on veut pour le diagnostic, c'est le CK7 et 20. D'accord. Merci infiniment, professeur. Avec plaisir. Ben, merci pour l'invitation. Ça m'a fait énormément plaisir, en fait, de partager ce que j'ai, en fait, comme modeste expérience. Et c'est un plaisir, en fait, d'être avec vous, de profiter, d'apprendre aussi de vos expériences. Et j'espère que ça va pas être la dernière fois, c'est la première, mais jamais la dernière, qu'on parlera, en fait, d'autres cancers et de fait des préoccupations de notre continent qu'on partage ensemble et de notre en fait volonté de développer la santé dans notre cher continent, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci infiniment, professeur. Il suffira de en anglais. Non, professeur, cette procédure ne vous concerne pas spécifiquement. Ah, C'est beaucoup d'accord. plus aux participants. Parfait, parfait. Alors, une fois connecté, veuillez saisir la thématique du jour qui est cancer colorectal dans la barre de recherche. Vous aurez alors accès à l'enregistrement du webinaire. Au support du cours chargé, vous serez invité à répondre à un questionnaire d'évaluation. L'attestation vous sera délivrée à condition d'obtenir un score minimum de 60% de bonnes réponses. Et une fois ces conditions remplies, vous pourrez télécharger directement votre attestation depuis la plateforme. Enfin, professeur, selon vous, quel sera le point clé à retenir aujourd'hui? Alors, premier point, en fait, comme je dis, il y a des facteurs de risque qui sont non modifiables. Là, on ne touche pas. Les facteurs de risque modifiables. L'aliment de nos parents et nos grands-parents qui étaient riches en fibres en fait, en légumes et en fruits. Donc là, vraiment, premier message. Deuxième message, il faut faire de physique. J'ai essayé en fait de vous montrer ça. Deuxième importante en traitement, c'est un élément thérapeutique aussi. Piste, on trouve les maladies à un stade qui sont très précoce et guérissable. Donc, c'est un test qui est simple pour les patients qui n'ont pas de facteur de risque. C'est le test immunologique. Mais pour eux, ils étaient pris en fait bilantés. Un sang dans les peut-être des hémorroïdes, mais elle peut être aussi un cancer ou autre chose. Donc, il faut toujours laisser les hémorroïdes comme un diagnostic d'élimination. Vraiment, pour moi, c'est 3 messages pour avoir, en fait, pour augmenter les chances de guérison contre le cancer du côlon. D'accord. Merci infiniment, professeur, pour ces points clés à retenir. Alors, je souhaite également adresser mes sincères remerciements à l'ensemble des collègues et participants pour leur attention soutenue, leur implication et la qualité de leur participation tout au long de ce webinaire. Je vous souhaite à tous et à toutes une
excellente continuation dans vos activités et au plaisir de vous retrouver très bientôt lors de notre prochain atelier médical qui se tiendra le samedi 4 avril 2026 à 9h GMT toujours et portera sur la grossesse extra-utérine. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end et prenez soin de vous. Merci. Au revoir, au revoir, au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.